Table ronde qui va donc se dérouler sur 1h30 avec des intervenants, de nouveaux intervenants, puis un temps de débat entre les intervenants et ensuite un temps de débat avec la salle. Cette dernière table ronde va être consacrée aux droits que l'on peut donner aux animaux. Alors, les droits des animaux pourraient sembler naturels, certains droits, en tout cas, le droit de ne pas souffrir, le droit de vivre en bonne santé. Tous ces droits pourraient sembler naturels d'un point de vue éthique, mais il se trouve que dans la pratique, cela ne va pas de soi. Donc, il y a des juristes qui se sont penchés sur la question et nous en accueillons lors de cette table ronde. En fait, nous avons une juriste, Sabine Brels, et 3 avocats, Hélène Touy pour le parti animaliste, Antoine Guetchel et Pascal Durand qui a commencé sa vie aussi comme avocat. Donc sur cette table ronde, en fait, il y a 2 avocats qui ont choisi la voie politique, Hélène Touy et Pascal Durand. Donc on va explorer ces liens entre le droit et la politique, quelles sont les propositions des juristes et comment on peut les appliquer au niveau politique. On a des problèmes avec la lumière, mais ça va peut-être revenir. Voilà. Donc, beaucoup de juristes se penchent sur la question animale. C'est une question qui commence à interpeller la société et les juristes. Actuellement, se déroule une session de formation au droit animal à Brive-la-Gaillarde, avec le professeur Marc Guyeno que nous voulions inviter, puis qui ne peut pas du coup parce qu'il est occupé à Brive-la-Gaillarde. Nous avons donc ici d'autres juristes qui se préoccupent de la question. Donc c'est quelque chose, c'est un domaine où ça avance beaucoup et il y a fort à faire puisque nous l'avons vu, le droit animal, l'animal n'a été reconnu comme être sensible que depuis 2015. Donc en fait ça bouge, mais bon, il faudrait que ça bouge encore peut-être un peu plus vite. Et donc Sabine Brels, qui est ici, qui est juriste, qui est docteur en droit comparé. Elle a fait une thèse en droit comparé, droit international, qui s'intitule « Le droit du bien-être animal dans le monde ». Donc elle nous a semblé tout à fait bien placée pour nous décrire quelles étaient les bonnes initiatives qui se passaient ailleurs dans le monde et peut-être pour essayer d'explorer avec vous ce qui bloque en France, dans quel domaine est-on les plus avancés, sur quel domaine doit-on progresser. Et voilà, la lumière fut en même temps que Sabine qui arrive. Alors bonjour à tous, je suis très contente d'être là, d'autant plus qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à la cause animale et que, comme on dit, l'union fait la force. C'est un credo qui a été repris par mon organisation, le Global Animal Law Project, que nous avons créé il y a 4 ans avec Antoine, que vous entendrez juste après moi. C'est un principe démocratique également, et pourtant on peut se demander si, concernant la cause animale, nous sommes vraiment en démocratie ici en France. En effet, les derniers sondages démontrent clairement, dont le dernier sondage IFOP de l'an dernier, que 80% des Français considèrent la cause animale comme quelque chose d'important, et considère également que les politiques ne font pas assez pour la protection animale. Je donnerai aussi un exemple assez symptomatique, qui est celui de la corrida, puisque le dernier sondage de cette année montre que 74% des Français demandent l'interdiction de la corrida en France. Et pourtant, cette pratique persiste. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que nous sommes, comme je le considère, dans une oligarchie tauromachique, où quelques puissants tiennent finalement les rênes du pouvoir, que ce soit des préfets ou autres hommes politiques friands de corrida. Et c'est généralisable finalement à l'ensemble des problèmes de maltraitance, les grandes préoccupations animales aujourd'hui. Alors, dans cette présentation, je vous parlerai de comment porter la protection animale à l'échelle globale brièvement. De toute façon, je n'ai pas énormément de temps. J'en ai plus traité dans ma thèse qui est parue l'an dernier chez l'Harmattan, dont Karine a parlé.
Brièvement, pourquoi porter la cause animale à l'échelle globale? Eh bien parce que c'est un problème de justice globale qui est le plus grand problème de justice sociale aujourd'hui depuis l'abolition de l'esclavage, c'est reconnu. C'est également le plus grand et le plus urgent. Il y a urgence, en effet, la maison brûle, on l'a vu sur le plan environnemental, et nous sommes tellement liés aux animaux que leur sacrifice va aussi annoncer notre... C'est un suicide collectif de continuer à consommer les animaux comme nous le faisons et de manière exponentielle à l'échelle globale. Également pour la planète et puis pour la santé humaine, ça je pense qu'on est nombreux ici à en avoir conscience. Et donc voilà aussi pourquoi porter la cause animale à l'échelle globale, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus globalisé et où il est important de porter cette cause à l'échelle universelle, comme ça a été le cas à la fin du siècle dernier pour l'environnement, qui a créé une vraie prise de conscience par rapport à la cause environnementale. Et aujourd'hui, il semble que la société mondiale est mûre pour porter la protection animale aussi à l'échelle mondiale, à l'ONU en particulier. D'où une proposition de convention universelle que nous avons lancée avec Antoine il y a quelques jours, qui n'est pas encore en ligne, mais qui le sera prochainement. Et si vous êtes intéressé par cette convention, on en a quelques exemplaires. Cette convention rappelle entre autres les intérêts fondamentaux des animaux, qui sont donc finalement un autre terme pour qualifier leurs droits, puisque les droits ne sont autres que des intérêts défendus. Et donc les droits fondamentaux des animaux étant notamment celui de vivre, d'être libre, de ne pas être soumis à des mauvais traitements ou à des actes de cruauté, et également d'être représenté en droit. Et Antoine vous en parlera donc par la suite. Je reviens brièvement donc sur le cas français, on en a parlé tout à l'heure, qui cumule pas mal de choses. Foie gras, corrida, élevage d'animaux à fourrure, chasse à courre, que d'autres pays ont interdit, nos voisins, alors même que ces pratiques avaient un certain poids dans l'économie ou la culture. Je donnerai juste quelques exemples, puisqu'on argue souvent que face à la protection animale, le poids de l'économie, de la tradition, des lobbies est tellement écrasant qu'on ne peut finalement rien faire. Et pourtant, certains voisins ont fait différemment. Par exemple, face au poids économique, Israël a interdit le foie gras en 2003, alors même que c'était l'un des principaux producteurs. Les Pays-Bas ont interdit les élevages d'animaux à fourrure, alors que c'était l'une des principales activités au pays, donc c'était des milliards d'euros dans le PNB hollandais. Ça, c'était en 2012. Et face au poids de la tradition, eh bien, plusieurs pays d'Amérique latine ont interdit la corrida, la Catalogne récemment en 2010, alors que c'était une tradition séculaire, tout comme l'était la chasse à courre en Écosse et en Grande-Bretagne, interdite au début des années 2000. Donc cela montre bien que les intérêts des animaux peuvent prévaloir à partir du moment où justement on a une certaine conscience et où il y a une demande par rapport aux politiques. Alors revenons-en à la corrida, il y a une demande là par rapport aux politiques, et pourtant donc rien n'est fait. Brièvement, pourquoi je parle de la corrida? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est reconnu comme étant d'une cruauté sadique, et ce à l'échelle internationale. Parce que je vis aussi à Montpellier et que cet été encore, la corrida a fait de nombreuses victimes. Et également parce que quand j'étais toute petite, j'ai été amenée à des corridas quand j'avais 4 ans et que le spectacle m'a suffisamment traumatisée pour que je veuille faire de la protection animale mon métier. Et je pense qu'on est nombreux ici à être d'accord sur le fait que ce genre de pratiques doivent être interdites. Mais pas seulement celle-ci, donc celle que j'ai citée également, et où la France perpétue encore ce genre de pratiques. Donc également foie gras, élevage d'animaux à fourrure, moins connu, mais pourtant la chasse à courre également. Et c'est d'autant plus scandaleux pour un pays qui est membre de l'Union européenne et qui est censé faire partie des pays les plus protecteurs au monde. Vous oubliez la vivisection. Oui, la vivisection, bien évidemment, mais c'est assez courant dans de nombreux pays dans le monde. Il n'y en a qu'un ou deux qui l'ont interdite, donc c'est vraiment... Alors que là, la France est l'un des derniers pays qui autorise encore la corrida, le foie gras, les élevages d'animaux à fourrure. C'était simplement pour remettre les choses dans leur contexte. D'autres interdictions aussi ont été adoptées par d'autres pays. Et je vais faire vite. Donc par rapport au cadre français, peut-être qu'Hélène en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors certes, on a adopté une nouvelle disposition dans le Code civil qui était déjà présente dans le droit. On a une protection dans le Code pénal, mais qui exclut les animaux sauvages.
Les peines sont de 2 ans et 30 000 euros d'amende, ce qui reste quand même moins puni que le vol, qui est de 1 an et 15 000 euros de plus. Donc ce qui montre quand même la place qu'octroie le législateur aux animaux en France. À rappeler que la Wallonie a adopté le 19 juillet dernier une loi punissant de 15 ans et 10 millions d'euros d'amende les actes de cruauté envers les animaux. Donc on en est encore très loin. Alors vite fait, pour conclure, est-ce que c'est foutu pour autant ? Non, je pense qu'on peut tout à fait remonter la pente. Nos voisins nos cousins en outre-Atlantique l'ont démontré, donc le Québec en 2015. Ils étaient reconnus comme étant les meilleurs des pires au Canada. Et ils sont remontés avec leur nouvelle loi de protection des animaux à l'une des provinces les plus protectrices au Canada. Donc c'est quelque chose dont je pense que nous pouvons tout à fait nous inspirer. Et enfin, donc voilà, je conclurai sur l'importance de nous unir pour porter la protection animale tant en France qu'à l'échelle globale, parce que voilà, on est tous importants et voilà, merci pour les animaux. Merci Sabine d'avoir réussi cet exploit de présenter tout ça dans un temps record et en plus avec une présentation en images qui ne marchait pas. Donc voilà, mais ce sont les joies du direct et on fait avec. Voilà, on espère qu'on fera mieux avec Antoine Goetschel, donc qui est avocat et qui nous vient de Suisse et qui a eu cette position assez novatrice, enfin qui peut sembler aux yeux des Français assez novatrice, puisqu'il a été l'avocat représentant des animaux pendant un certain temps pour le canton de Zurich. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. Et donc Antoine Goetschel est également le président de l'association Global Animal Law. Voilà. Et il va nous présenter l'association, un peu son parcours d'avocat, et également nous montrer donc peut-être une proposition de convention de l'animal pour les droits des animaux sur lequel travaille l'association. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis très content d'être ici. Donc, vous l'entendez, je viens de la Suisse alémanique, je suis zurichois. Et au canton de Zurich, où je m'occupe depuis une trentaine d'années de la cause animalière, on s'est dit, il y a une vingtaine d'années, que vaut une législation quand il manque le système juridique d'application. Donc, si on fait seulement des lois, ça reste des lois vides. Il faut, surtout dans la cause animalière, donner une voix dans les cas administratifs et les cas pénals, des procédures pénales à l'animal. Et j'ai vous expliqué pourquoi c'était nécessaire et pourquoi assez théoriquement, facilement, ça pourrait se faire et quel pourrait être l'effet aussi en France et mondialement. Notre Global Animal Law Gal Association s'occupe aussi, comme je vais vous vite montrer dans les 8 minutes, aussi de cet aspect global. Donc, donner une représentation juridique aux animaux, pourquoi et comment. Une petite vue d'ensemble, je voulais parler des maltraitances, procédures, des acteurs, des objectifs, des services vétérinaires. C'était quand même, jusqu'à un temps récent, un étonnement que la cause animalière, les maltraitances, ne font pas partie des travails des services vétérinaires, d'après mes recherches. Peut-être je suis complètement faux en France. Et les cas pénaux et les soutiens des offices d'enquête et les aspects critiques et comment faire. Donc, qu'est-ce une maltraitance d'un animal? Il s'agit donc d'une infraction de la loi, si je parle du niveau juridique et non du niveau éthique, et nous parlons d'une maltraitance quand la loi est infligée d'une manière remarquable. Maltraitance, donc, si c'est grave ou moins grave, mais c'est la loi qui doit l'interdire. J'étais pendant 3 ans, donc, unique au monde, avocat des animaux au canton de Zurich pour les procédures pénales. Je viens d'éditer un livre sur une trentaine de mes cas, et j'en avais 700 sur ma table
pendant 3 ans, donc 180, 200 cas par an, seulement au canton de Zurich. Et là, je me suis rendu compte que aussi, dans le droit animalier, il faut des preuves pour prouver qu'un fermier, un détenteur d'un chien ou d'un chat, vraiment ait maltraité son animal. Une preuve aussi, là. La loi en France, en Suisse, est assez vague, donc il faut savoir comment argumenter, aussi comment travailler entre les vétérinaires et les juristes, reprendre les termes vétérinaires pour convaincre les juristes, les juges et les cours. Et puisque nous avons déjà entendu aujourd'hui, la cause animalière provoque des émotions quand on va voir les abattages. Donc quand je donnais des cours à l'université de Zurich, chaque fois je suis allé avec mes étudiants et mes étudiantes voir un abattage, pour qu'on sache de quoi on parle. Les émotions sont des fois assez chaudes, aussi auprès des vétérinaires, des juristes et des journalistes. Donc là, la cause animalière, je pense, pour faire des pas en avant, il faut se rendre compte que les émotions vont dans toutes les directions. Tout court, une procédure administrative ou pénale se déroule de cette manière, et je commence avec la connaissance d'une maltraitance, après la plainte, les buts des procédures et les analyses et les chiffres. La connaissance d'une maltraitance est clé. Comment savoir si un animal est maltraité, oui ou non? Qui a les yeux de voir une telle maltraitance? Est-ce que c'est l'office, le service vétérinaire, oui ou non? Est-ce que cet office a l'obligation d'intervenir directement auprès du fermier ou du détenteur du chien? Est-ce que, au-delà, l'office a l'obligation de porter plainte au avocat de l'État, au procureur? Est-ce que le service vétérinaire qui a vu ceci joue un rôle, oui ou non, dans la procédure pénale ou administrative? Donc, ce sont des questions qu'avec notre Global Animal Law Association, nous voulons faire une recherche scientifique, non seulement en Suisse, non seulement en France, mais mondialement, pour pouvoir comparer ces systèmes, en se disant que l'application de la loi est clé, et de faire des lois qui nous ouvrent le cœur, ça ne suffit pas pour réduire la souffrance des animaux. Quels sont les acteurs? Nous avons les détenteurs des animaux, et ces intérêts sont clairs. Il n'y a rien à faire à foutre avec l'administration ou le procureur. Ces intérêts, c'est donc rester blanc, rester vierge. La plupart des cas pénals et administratifs, bien sûr, de maltraitance, sont bien sûr produits par le détenteur lui-même. Et c'est une simple question de rôle qui s'occupe de l'intérêt des animaux contre le détenteur. C'est pour ça qu'on a besoin d'une voix de l'animal contre le détenteur. Nous avons aussi le témoin qui joue un certain rôle, il peut être écouté. Nous avons l'État qui, au moins en Suisse, puisque depuis 1973, la cause animalière est un devoir de l'État constitutionnel. Donc l'État a le devoir d'enforcer la législation suisse qui date depuis 1977, qui existe aussi en France, donc elle serait assez facilement à copier au lieu de réinventer la roue. Mais l'État est trop faible pour protéger les intérêts de l'animal, puisque l'État souvent parle, nous avons entendu assez spécifiquement, et systématiquement plutôt pour les détenteurs, pour les lobbies, etc. Donc c'est pour ça qu'une telle voie serait importante. Les objectifs des services vétérinaires, et peut-être j'ai trouvé, je n'ai pas encore commencé par regarder notre étude scientifique, les principes des objectifs des services vétérinaires étaient la santé publique, la santé animale et l'environnement, et je n'ai pas vu l'animal et son bien-être
et qui, si vraiment eux ont le devoir de renforcer ceci, et nous en avons parlé récemment, s'ils ont la capacité, s'il y a 1 ou 2 ou 3 personnes par département, ça ne suffit pas. Ça, mon canton de Zurich, il y a au moins une dizaine de personnes qui s'occupent de l'enforcement de la loi. Donc, ce système doit être revu d'une manière scientifique, juridique et politique. Est-ce qu'on veut ceci? Je ne pense pas qu'une... donc, la vache ne rit pas si elle n'est jamais contrôlée. Au prochain, je pense que c'est nécessaire, au lieu de se dire, et ça, en train de vieillir, je pense que la collaboration est quand même plus sage que restant dans la position d'attaque ou de l'opposition, c'est de coopérer avec les services vétérinaires. Au plus possible, ce sont les seuls qui ont le droit et l'obligation, s'ils l'ont, on l'entendra, d'intervenir, de vider une fourrière, de prendre un chien ou un chat. Ce sont les seuls juridiquement, si je le vois bien, qui peuvent faire ceci, et de dire que l'État de toute manière ne fout rien. Je ne pense pas que c'est vraiment constructif. Nous avons fait, par notre association, une analyse de l'enforcement de la loi en Suisse. On l'a publié la semaine passée. Nous avons fait une collection de 180 décisions au niveau cantonal et au niveau suisse. On a vu qu'ils travaillent d'une bonne manière, mais ils ne vont jamais publier. Il manque la transparence totale. Donc si nous, on a l'impression que l'État ne fout rien, et l'État pense qu'il n'a pas le droit de s'expliquer s'il fait quelque chose ou non, la méfiance est très très grande. Et par cette méfiance, il y a les émotions, il y a les preuves, il y a les journalistes, il y a les campagnes, etc. Et tout ceci serait peut-être moins nécessaire si on savait vraiment que l'État s'occupe de l'enforcement du droit animalier, quel contenu qu'il est. Nous avons un peu une voix, donc c'est important de donner une telle voix. Je vois, merci, je vois que les juristes s'occupent beaucoup plus de la loi animalière. Donc là, des spécialistes juristes pourraient s'y mettre. Et nous avons un peu le problème de shérif et juge, donc le service vétérinaire qui voit quelque chose et qui juge aussi, il détient un animal. Donc ça, ce sont des questions juridiques assez délicates. Donc j'ai parlé du besoin de soutenir des offices, des enquêtes dans les cas administratifs, et ça serait, si on voit le système autrichien avec les Ombudsleute, basé sur le paragraphe 42 de la loi autrichienne sur la protection des animaux, serait un système au niveau des départements assez facile à réaliser. Au point de vue des cas pénaux, nous avons commencé, quand nous avons créé cet avocat pour les animaux à l'année 1991, on dit en France, c'est pas le 91, et nous avons commencé avec 20 cas par an. 20 cas par an, donc c'est plus ou moins facile à gérer. Et quand j'ai terminé mon travail en 2010, j'en avais 180 à 200 par an. Donc, veut dire, dès qu'on crée un tel système, il n'y a pas les maltraitances qui augmentent, mais on contrôle beaucoup mieux. Et j'ai fait l'expérience que les offices vétérinaires sont beaucoup plus motivés de coopérer. Les procureurs veulent montrer qu'ils travaillent bien, puisqu'ils savent s'ils sont trop généreux avec les maltraiteurs, alors ils risquent de perdre devant le juge. Et j'ai gagné beaucoup de cas. Après les aspects critiques que je laisse, encore une petite seconde en ce qui concerne cette UN Convention on Animal Health and Protection qu'on vient de publier la semaine passée avec Sabine Brel, c'est sa thèse où elle a travaillé 7 ans sur la protection juridique des animaux au niveau global. Et dans cette
UN Convention pour la santé et la protection, encore 10 secondes, des animaux, nous parlons que l'animal a un intérêt fondamental d'être représenté envers l'État et que chaque nation, nous avons 193 nations, que chaque nation soit motivée ou forcée de créer une telle instance pour donner des voix aux animaux. Mais d'abord en France, il faudrait être sûr que les animaux ont des yeux et après leur donner une voix. Merci beaucoup. Alors, petite précision niveau sémantique, quand Antoine Goetschel parle d'enforcement, en français on dirait plutôt application. Application. Enforcement, oui. Enforcement, je viens de l'anglais, je m'excuse. Je suis suisse. Merci beaucoup. Voilà. On va passer maintenant la parole à Hélène Thuy. Donc, Hélène Thuy a d'abord été avocate, et peut-être encore d'ailleurs, avocate pour des associations comme L214 ou des associations anti-corrida. Et elle a co-créé le parti animaliste. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi un parti animaliste? Est-ce qu'il y a des causes que l'on peut défendre mieux au sein d'un parti politique qu'au sein d'une association de protection des animaux? Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je vais articuler mon propos rapide, du coup, puisqu'on a 10 minutes, d'une part sur le constat qu'on a pu faire de la situation, l'état des lieux et le pourquoi donc on a pensé à créer un parti animaliste, et dans un second temps, vous présenter rapidement les points essentiels du parti animaliste. Donc tout d'abord, la question animale, elle repose sur des enjeux qui sont fondamentaux. L'enjeu qui me paraît le plus important, qui est un enjeu de justice, a été évoqué depuis tout à l'heure à plusieurs reprises. La façon dont on traite l'autre, qu'il soit humain ou animal, doit nous interroger les droits que l'on s'octroie sur autrui. Donc qui est cet autrui? Le dictionnaire ne dit pas que autrui c'est seulement un autre être humain, c'est l'autre que moi. Donc l'autre que moi c'est également un autre animal, un autre individu, et donc ça doit élargir, comme le disait Brigitte tout à l'heure, le champ de notre considération morale. Donc sous la question animale, évidemment, il y a tout d'abord la question de justice. Ensuite, il y a évidemment un enjeu environnemental avec 2/3 des terres agricoles qui sont consacrées à l'élevage qui est responsable d'importantes pollutions, que ce soit des eaux, des sols, responsable aussi d'une déforestation massive de la forêt amazonienne. Et tout cela induit également des conséquences, puisqu'il y a d'importantes pollutions, des conséquences de santé publique évidemment, donc un enjeu de santé publique important. Un enjeu alimentaire, évidemment, parce qu'il y a un gaspillage considérable des ressources. On parle d'un ratio 1/7, c'est-à-dire que pour faire 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales, alors que parallèlement, on a 800 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Donc clairement, cette situation est complètement ubuesque. Au lieu de créer des ressources de l'alimentation végétale pour nourrir des animaux que l'on va ensuite consommer, il serait beaucoup plus logique de consommer nous directement les produits d'origine végétale et ainsi d'éviter ce gaspillage de ration 1/7. Il y a en plus un enjeu de paix, puisqu'il y a pas mal d'études là-dessus maintenant qui établissent les liens entre les violences qui sont faites aux animaux et les violences faites aux humains. Et donc s'intéresser à la question de la violence faite aux animaux, c'est aussi déceler en amont et prévenir des violences faites aux humains. Il y a enfin, mais pas seulement, un enjeu démocratique important, toute la question animale. Il y a 80% des Français qui considèrent que la cause animale est une cause importante. Et donc, il y a vraiment un besoin de réponse de la société, de réponse politique, et donc un enjeu démocratique sur cette question. Parallèlement, on constate qu'il y a malheureusement un grand décalage entre cette volonté de l'opinion publique, donc dans les proportions que je viens d'indiquer, la mobilisation très importante des acteurs associatifs notamment, et la prise en compte au niveau politique. 67% des Français estiment que les animaux sont mal défendus par nos politiques. Il y a pléthore d'exemples sur malheureusement la mauvaise prise en compte de la question animale par les politiques. Je m'en tiendrai à un exemple assez récent qui est la loi agriculture et alimentation qui a été discutée à l'Assemblée nationale récemment au mois de mai.
où nous avions des attentes sociétales extrêmement fortes, par exemple sur l'interdiction de l'élevage de poules-lancage. On avait 90% des Français qui étaient favorables à cette interdiction, ça a été rejeté. C'était parallèlement une promesse de campagne du président Macron, la non tenue et rejetée. Donc en violation du pourcentage important de l'opinion publique favorable à cette mesure. Là, on est pareil pour l'interdiction de la castration à vif des porcelets et de la coupe des queues. 85% de l'opinion française favorable à cette interdiction, rejet par l'Assemblée nationale. Pareil pour les repas végés à la cantine, 59% de Français qui étaient favorables, rejet. L'obligation de vidéosurveillance dans les abattoirs, pareil, 85% des Français favorables, rejet. Et ce qui est encore plus significatif, outre que quand on met en parallèle les sondages d'opinion et les votes qui sont effectués par les députés qui sont censés qu'être les représentants du peuple, donc il doit y avoir une certaine concordance, eh bien on s'aperçoit que des politiques qui se disent préoccupés par la question animale, qui en sont soi-disant si préoccupés qu'ils président un groupe d'études de conditions animales à l'Assemblée nationale, et il s'agit de Loïc Dombreval pour ne pas le nommer, eh bien, a voté contre tous ces amendements. Donc évidemment, si même des personnes qui se prétendent défendre les animaux, lorsqu'ils sont devant l'Assemblée nationale à devoir voter des amendements ou des lois qui sont favorables aux animaux les rejettent, effectivement, il y a assez peu d'espoir à avoir sur les politiques qui sont en place. Autre élément qui est une vraie problématique autour de la question animale et qui a aussi contribué à la réflexion de créer un parti animaliste, c'est la complaisance des autorités envers les tenants de l'exploitation animale pour bâillonner tout le mouvement animaliste. Et je parle de complaisance, il y a assez d'exemples qui témoignent que l'on essaie de faire reculer les autorités publiques, essaie de faire reculer le mouvement animaliste. Je ne parle pas. Alors, il y a d'abord toutes les interdictions, par exemple, de manifestations qui sont posées. Alors, Sabine t'a parlé tout à l'heure des corridas. Dans le sud, il ne se passe pas une corrida sans qu'on ait un arrêté d'un maire qui interdise dans un périmètre aux abords des arènes la manifestation. Alors maintenant, bien sûr, ils ont compris à force d'avoir des arrêtés annulés qu'on ne pouvait pas faire d'interdiction générale absolue, donc ils n'interdisent pas concrètement la manifestation, mais ils l'exilent à l'autre bout de la ville, dans un périmètre, pour éviter surtout que les aficionados qui se rendent à l'arène puissent croiser des opposants. Et en plus, ce n'est pour l'instant pas sanctionné par les juridictions administratives, sauf à de très rares cas. On a aussi des poursuites qui sont régulières sur les militants animalistes pour des infractions qui parallèlement ne sont quasiment jamais poursuivies pour d'autres personnes. J'en veux pour preuve l'entrave à la liberté du travail par exemple, ou aux libertés en général. Si vous regardez la jurisprudence, il y a très très peu de poursuites, en tout cas les poursuites sont souvent politiques. J'en veux pour preuve aussi les poursuites pour attroupement, pour organisation de manifestations non déclarées. Lorsque vous regardez la jurisprudence, vous voyez qu'en réalité, il y a très très peu de jurisprudence, mais très étonnamment, lorsqu'il s'agit de militants, et notamment s'agissant des militants anti-corrida dans le sud, là, le procureur fait droit aux plaintes et engage des poursuites. Il y a aussi un exemple extrêmement récent qui est l'annulation sous pression d'événements animalistes. Vous avez, je pense, certainement entendu parler du festival de Calais Vegan, qui, sous la pression des chasseurs et du syndicat de bouchers, a été annulé par la maire. Et qui fort heureusement a été annulation qui a été suspendue par le tribunal administratif, le juge des référés mardi. Mais en tout cas, on voit que l'autorité administrative qui doit être déconnectée de ces pressions de lobby l'est pas, elle est sous influence et elle cède aux pressions. Donc c'est aussi une vraie problématique des autorités publiques qui sont censées protéger ou en tout cas faire avancer la question animale ou en tout cas pas bloquer, faire obstruction à ces avancées-là. Il y a aussi, ça c'est de plus en plus récent mais de plus en plus courant, les menaces de poursuite contre les professionnels de l'alimentation végétale, des menaces de poursuite pour tromperie. On a plusieurs cas qui nous sont recensés. Les DGCCRF, donc les directions de la répression des fraudes, qui contactent les professionnels qui commercialisent des produits d'alimentation végétale en leur disant écoutez, l'appellation de vos produits que vous commercialisez est totalement, c'est une tromperie. Donc soit vous modifiez tout, soit on engage des poursuites pénales contre vous. Alors des fois, effectivement,
a raison, malheureusement, j'ai envie de dire, puisqu'il y a un règlement communautaire qui définit les produits laitiers et l'usage notamment de certains mots, comme le mot fromage. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est un emploi qui est réglementé. En revanche, dans d'autres cas, absolument pas. Il y a des pressions qui sont faites par les autorités publiques, alors que juridiquement, il n'y a pas de normes contraignantes. Et est-ce que, excusez-moi, mais est-ce que l'outil parti animaliste vous permet de réagir face à Oui, alors j'y viens en fait, c'est voilà. Pardon, je suis longue, d'accord, excusez-moi. Juste, donc, pour terminer aussi sur cette question qui a motivé, on voit encore récemment l'amendement de Moreau, donc le député éleveur, qui a proposé carrément, lui, d'interdire les dénominations associées aux produits d'origine animale, pour qu'elles ne soient plus utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de produits d'origine végétale. Donc bref, il y a tout un système qui se met en place avec la complaisance, je le maintiens, des autorités publiques pour bâillonner cette avancée de la question animale et pour éviter effectivement que les choses ne changent trop vite. Alors, face à tous ces constats, et beaucoup d'autres, il a été envisagé et décidé de créer un parti animaliste. Alors, qu'est-ce que c'est un parti animaliste ? C'est un parti qui est monothématique, en tout cas on l'a défini comme tel, qui est centré sur la question animale, c'est-à-dire qu'il défend les intérêts des animaux de façon directe ou indirecte, et il propose des mesures qui sont en lien direct ou indirect avec la cause animale. Pourquoi avoir fait le choix d'une approche monothématique ? Parce que on voulait qu'on avait constaté qu'il y avait vraiment un déficit de démocratie sur la question animale et qu'il fallait visibiliser un électorat pour lequel la question animale était importante. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse interpréter que chaque voix qui est donnée au parti animaliste l'est sans ambiguïté pour faire avancer la question animale. En fait, l'idée c'est vraiment de donner une lisibilité politique claire à un vote du parti animaliste. L'idée, c'est surtout pas de faire de la question animale un fonds de commerce avec une vision politicienne. Évidemment que le parti animaliste, comme tout parti politique, il aspire à avoir des élus. Maintenant, il est assez conscient du caractère peu démocratique de nos règles électorales, mais sa seconde ambition, c'est que la cause animale, elle se diffuse à l'ensemble des partis. L'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a que le parti animaliste qui parle des animaux, c'est pas ce qu'on dit. Il y a d'autres partis qui en parlent, pour ne pas les citer, évidemment, il y a Pascal Durand qui est à côté pour ELV, il y a la France Insoumise, l'UDI, il y a plusieurs partis politiques qui parlent des animaux, mais pour nous, ils n'ont pas pris la conscience et l'ampleur de cette question, et donc les mesures ne sont pas encore assez ambitieuses. C'est en évolution dans ces partis, dans beaucoup de partis, et c'est heureux, mais à notre sens, ce n'est pas encore suffisant. Ça c'est sur le caractère monothématique, donc avec l'ambition de pousser les autres partis à être plus ambitieux sur la question animale, en leur disant, écoutez, même si on fait un petit score, on fait 1, 1,5, oula oui d'accord, je me dépêche, 1, 1,5, c'est autant de voix que vous perdez pour une qualification au second tour, pour l'accès à du remboursement de frais de campagne par exemple, et donc ça peut les motiver à être plus ambitieux sur la question animale. Je me dépêche. La deuxième particularité du parti, c'est sa totale indépendance politique et financière. Il ne reçoit de fonds d'aucun autre parti, d'aucune autre organisation, et il ne fait pas d'accords électoraux, là encore, pour préserver la question animale de possibles difficultés avec d'autres partis et pour éviter que le message, la lisibilité de notre position ne soit pas claire. Autre point particulier de la collégialité du parti, les décisions sont prises au sein des instances de façon collégiale, il est transpartisan et il assume une diversité, il s'adresse à toutes les personnes de toutes les sensibilités qui veulent sincèrement faire avancer la condition animale. Il est divers parce qu'il regroupe des personnes de toutes catégories sociales, professionnelles, d'âge, de géographie différentes. Et il s'insère également dans une dynamique internationale puisqu'il y a 19 partis animalistes dans le monde, dont plusieurs ont des élus. D'ailleurs, le parti animaliste, alors j'ai pas le temps de faire un bilan sur ce qui a été fait, mais juste un mot. On en parlera après dans les partis. D'accord, voilà. Juste, le parti animaliste s'inscrit dans cette dynamique européenne et dans ce cadre-là, il participe avec ses autres partenaires européens à préparer les élections européennes de 2019. Alors maintenant, nous passons la parole à Pascal Durand, eurodéputé. Animaliste aussi. Alors voilà, les partis politiques ne sont pas assez ambitieux, dit Hélène Touy. Alors,
Donc Pascal Durand donc, est eurodéputé et en plus vous coordonnez l'intergroupe sur le bien-être animal au niveau donc, du Parlement européen. Donc les partis traditionnels ne sont pas assez ambitieux. Alors dites-nous ce que vous faites et ce que vous en pensez. C'est clair. Déjà, une première chose, merci de m'avoir invité et puis bravo aux organisateurs. J'ai de porter encore une fois ce débat dans un lieu public et de nous permettre d'échanger. C'est suffisamment rare pour être relevé et tant mieux. Donc déjà, commençons par être heureux d'être ici. Et moi, il y a une chose que je m'interdis toujours dans ce genre de débat, parce que j'en ai trop souffert chez les écologistes, c'est d'essayer d'avoir raison contre les autres. Je vous le dis tout à fait tranquillement et calmement, ne refaites pas la même ânerie sur la question animale que celle que nous avons faite, c'est-à-dire d'essayer d'être toujours plus pur ou d'être meilleur que les autres, et de considérer que tous les autres ne font pas assez, ou sont des traîtres, ou sont... Non, on va être clair, face aux chasseurs, face aux barbares qui adorent et qui ont des sourires quand ils prennent leur couteau, qu'ils égorgent un animal, que ce soit un cerf, que ce soit n'importe quoi, face à ces gens-là, nous n'avons pas le droit de nous diviser. Nous n'avons pas le droit de nous mettre en opposition les uns avec les autres. Nous avons le devoir, effectivement, de penser librement et d'avoir des différences, des actions qui peuvent être différentes. Mais à un moment donné, et c'est pour ça que je m'interdis toujours de dire les écologistes sont plus où étaient là avant, je m'en fous de tout ça. Je m'en fous. C'est sûrement vrai pour certains, oui, et je vois Jacques Boutot, qui a été le premier maire, je pense, en France, à faire les repas végétariens, et qui s'est battu pour le faire, etc. Ça ne veut pas dire pour autant, mon cher Jacques, que le parti écologiste, et notamment le parti vert, avait bien compris la question animale. Moi, quand j'ai posé la défense du vivant dans mon discours, entre guillemets, inaugural, on est venu me voir en disant « Non, mais quand même, dire le vivant en général, tout ça, ça fait un peu pro-avortement, enfin, anti-avortement, ça... » Voilà. Chez les Verts. Donc, il faut pas qu'on soit chacun dans une compétition. On a tous des avancées qui sont importantes. Le parti animaliste va nous permettre, effectivement, de porter dans un débat plus général et dans des élections généralistes la question animaliste et de la poser de manière, j'allais dire, unique pour lui, mais donc d'obliger les autres partis à réagir, c'est donc nécessairement une avancée dans le débat. Donc de ce côté-là, moi je pense que chaque prise de position en faveur de la question animale, chaque prise de position nouvelle fait avancer la cause. Et à ce titre, elle doit être respectée et elle est respectée. Voilà. Alors au niveau européen. Alors au niveau européen, justement, au niveau européen, il y a une différence. Il faut intégrer sur la manière d'agir. La France est soumise, et c'est important, la France c'est un peu technique, mais c'est une réalité. La France est soumise à un scrutin majoritaire, sauf pour les élections européennes, où c'est un scrutin proportionnel. Si je vous dis qu'effectivement en Europe la question animale peut être représentée aussi par des partis animalistes, c'est parce que les élections sont à la proportionnelle. Dans le schéma politique français, ça sera très compliqué, parce que pour avoir des élus, il faut faire plus de 50%. Et donc il faut passer dans des logiques d'alliance, et si vous n'êtes pas devant, eh bien les gens vous demandent d'être derrière, et donc c'est très compliqué d'avoir des élus. Les écologistes sont bien placés pour le savoir. Donc au niveau européen, la question animale est un peu plus prise en compte par la classe politique, je dis bien un peu plus prise en compte, grâce au scrutin proportionnel. Après, la réalité. La réalité, c'est que ça n'est pas une compétence européenne d'une manière transversale. C'est-à-dire que ce sont les États qui légifèrent sur la question de la souffrance animale, qui légifèrent sur les poursuites contre qui régissent la chasse, les animaux dans les cirques, etc. La vivisection pour une part, notamment dans l'enseignement. Parce que, toujours pareil, pour développer des schémas alternatifs, il faut qu'ils soient enseignés, il faut qu'ils soient appris dans les facs de médecine, etc., etc. Tout ça, ce sont des choix nationaux. Donc, l'Europe n'a pas vraiment de compétences là-dessus. Mais l'Europe essaye d'intervenir sur des sujets sur lesquels elle peut avoir compétence. Par exemple, hier, on a organisé un colloque au Parlement européen sur le transport des animaux. Le transport des animaux est une barbarie. Je dis bien une barbarie. Les conditions dans lesquelles les animaux, par des températures de 30, 35, 40 degrés, sont privés d'eau, privés de lait, puisqu'on déplace des animaux, des bébés,
parce qu'on fait en sorte qu'on mette sur 4 étages les ovins dans des camions, avec même pas la possibilité de pouvoir se redresser pendant des heures et des heures. Et ils sont bloqués à la frontière, après en Bulgarie. Pourquoi? Parce qu'on veut les exporter en Turquie ou ailleurs, parce qu'on veut exporter des animaux vivants. Ça, c'est une honte absolue. Donc, ce que peut faire l'Europe, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et d'interdire. L'Europe a régi le transport des animaux. Simplement, nous, on a un problème. Et c'est exactement ce que vous disiez avec l'application des lois. C'est que les États doivent faire en sorte qu'on applique la loi. Et que lorsqu'il est interdit, effectivement, de transporter enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans des conditions qui sont encadrées, s'il n'y a pas des services de police ou de gendarmerie qui sont là pour arrêter les camions, pour contrôler, pour les ouvrir, pour vérifier les feuilles de route, rien ne se passe. Donc ça veut dire que les États restent responsables, non seulement de la mise en œuvre, mais également de la formation. De la formation, ça veut dire que nos gendarmes et nos policiers doivent être formés pour faire en sorte que la question animale devienne une question centrale. De la même manière qu'on a évolué ces dernières années, et c'est une excellente chose, contre le racket pour les enfants à l'école, qui avant n'était pas pris en compte, ou contre les violences faites aux femmes. Et on a maintenant des services de police qui sont dédiés à ces questions-là. Eh bien, il faut qu'on arrive à développer la question animale et faire en sorte que les États européens les mettent en œuvre. Après, et pour terminer sur cette question-là, oui, parce qu'après il faut laisser de la place au débat, mais la France est très en retard en Europe sur énormément de sujets. Ça a été dit tout à l'heure, j'imagine, vous avez parlé de la chasse, j'imagine que toutes ces questions-là ont été évoquées, je pourrais revenir après dans le détail si on me le demande, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir que nous devons créer maintenant, et ça c'est les citoyennes et les citoyens, les associations, les partis politiques, mais également tous les gens, il faut qu'on arrive à créer le rapport de force qui fasse que quand il y a 1 million de chasseurs qui toute la journée nous expliquent qu'ils pèsent 1 million de voix et que donc il faut les respecter, il faut qu'on leur explique qu'en face on est 45 millions. On est 45 millions à pas aimer la chasse. On est 45 millions à vouloir se promener tranquillement le dimanche avec nos enfants ou avec qui on veut dans les forêts sans avoir à avoir peur ni à se prendre un coup de fusil à travers la tronche. Donc il faut qu'on le dise, il faut qu'on ait le courage de le revendiquer, il ne faut pas qu'on ait peur de ces gens qui nous agressent, qui agressent au moment des corridas, qui sortent avec leurs fusils, avec leurs... Il ne faut pas qu'on ait peur d'eux, on est plus nombreux, c'est à nous de faire comprendre qu'on pèse plus qu'eux, et économiquement et politiquement. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse, et ça, sans vous, on n'y arrivera jamais. À nous dans les institutions, de faire en sorte qu'après les lois suivent, parce que c'est le boulot du législateur. Pour le moment, je le répète, la France est très en retard, mais les choses peuvent bouger rapidement. Je suis sûr que par exemple sur les animaux dans les cirques, ça va bouger. Ça va bouger parce que la pression est forte. Après, moi, mes enfants, je ne les ai jamais amenés dans des zoos, je ne les ai jamais amenés dans les cirques avec animaux. Je leur ai expliqué pourquoi, oui, ça fait juste 8 minutes. Je leur ai expliqué pourquoi. C'est un travail d'éducation, de pédagogie. C'est comme ça qu'on fait avancer la conscience. C'est comme ça qu'on fait avancer le respect et la dignité à la fois humaine et des animaux, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Alors, une petite question à vous quatre intervenants. Vous dites qu'on y arrive, enfin, Pascal Guérin, vous venez de dire qu'on n'y arrivera pas sans les citoyens. On a un refrain qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il. Oui, mais qui est juste. Voilà, mais malgré tout, les citoyens, ils signent des pétitions, enfin, il y a quand même un mouvement citoyen assez fort en faveur de la reconnaissance de la cause animale. Donc, où est-ce que ça bloque? Parce que, est-ce que c'est vraiment les citoyens qui ne sont pas à la hauteur, ou les politiques qui pourraient faire un peu plus? La personne qui a dit qu'il fallait que les citoyens se mobilisent a dit en même temps, voilà, qu'il y avait une résistance considérable des lobbies et des intérêts financiers. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut bien qu'on arrive à équilibrer, c'est-à-dire que les lobbies sont
extrêmement présents au sein de l'appareil d'État. C'est pas la peine de vous expliquer qui dirige le ministère de l'Agriculture en France, et le ministère de l'Agriculture en France a la gestion du bien-être animal. Donc, c'est donné à... passons. C'est clair que nous avons besoin, nous politiques, nous avons besoin d'une pression très forte, parce que sinon on ne peut pas gagner. Et quand moi j'ai voulu faire la commission d'enquête au Parlement sur le transport des animaux, j'ai réussi à avoir 220 signatures sur 750, mais ça a été bloqué par les présidents des groupes, de tous les groupes, au demeurant, tous les grands groupes. Ceux qui vous font des leçons effectivement sur les animaux, au moment où il faut mettre une commission d'enquête, là ils sont plus là. Donc ça a été bloqué parce qu'ils n'ont pas suffisamment peur. Donc ils se disent finalement ça ne va pas être un élément de vote, et donc les gens vont voter sur la question du chômage, la sécurité, la migration, pas sur les animaux. À nous de leur faire comprendre que cette question-là est une question essentielle, y compris quand on met un bulletin de vote. Alors, quelle force face au lobby? Antoine, peut-être, a une idée? Alors, un aspect, c'est que les lobbyistes, dans tous les cas d'abus ou animaliers, sont des grands professeurs et des gourous. Ils peuvent nous démontrer exactement comment faire. Donc, pour nous, pour les animalistes, ce serait très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils font gagner ou faire au moins la même somme financière, et de créer un lobbyiste pour les animaux au niveau professionnel, pour faire comme eux. Donc ce n'est pas leur faute qu'ils font un bon boulot, pour être un peu cynique, c'est la faute de nous, ici, de ne pas être capable de faire un contre-projet. L'autre partie, j'ai peut-être fait une petite gaffe avec Descartes. Je me rappelle quand j'avais un débat avec le vice-président de la Cour constitutionnelle de la France sur la cause animalière au Sénat français. Il commençait en disant que les animalistes sont stupides, les droits aux animaux, ça fait, vous connaissez, marier son chat, etc. Donc il ridiculisait, et moi je lui disais, donc après j'ai pris la parole, que j'ai lu L'Esprit des lois par Montesquieu, écrit à Genève, en Suisse, dans le temps c'était pas Suisse, mais en Suisse, en disant si donc la législation est le miroir d'une majorité de la société, en ce temps ayant 8 ou 10 paramètres qui nous forcent de dire oui à ceci et non à ceci. Si la mentalité de la société change, et nous avons beaucoup d'indicateurs, alors ce n'est pas un vice-président de la Cour constitutionnelle de dire mais c'est ridicule, c'est de prendre son travail au sérieux. Donc si on se base, au lieu de Descartes, sur Montesquieu, alors peut-être on peut prendre appel aux politiciens en disant c'est notre base commune, et maintenant notre esprit a changé pendant les 30 années, et maintenant faites quelque chose pour un droit animalier, faites quelque chose pour une voie pour les animaux, faites la transparence dans l'application de la loi, et faites un peu, je ne veux pas dire la France grande, mais quand même pas toujours le phare comme on l'a entendu plus derrière. Alors par rapport au lobby, qu'est-ce qui manque? Parce que bon, vous le disiez, Corinne Pelluchon l'a aussi souligné tout à l'heure, il y a quand même au niveau de la société un mouvement qui se fait jour, il y a quand même une évolution qui est assez forte ces dernières années. Donc par rapport au lobby, si je comprends bien ce que vous venez de dire, et peut-être que les autres personnes autour de la table réagiront, vous avez soulevé finalement un manque de savoir-faire, peut-être de communication, ou peut-être de connaître les bonnes personnes qui vont nous aider à faire avancer les idées. Donc manque de savoir-faire, manque d'argent. Est-ce que les autres personnes autour de cette table, est-ce que vous avez des idées pour savoir comment réagir face au lobby, faire avancer les choses? Sur la question, ça a été évoqué tout à l'heure, mais sur le fait qu'effectivement le ministre de l'Agriculture, finalement, il est pieds et poings liés par la FNSEA, il y a quelque chose qui paraît assez important, c'est de déconnecter la question animale du ministère de l'Agriculture. Ça paraît absolument fondamental.
on ne peut pas défendre à la fois les intérêts de ceux qui sont exploités et de ceux qui exploitent. Enfin, c'est complètement antinomique, c'est pas possible. Donc, il faut sortir absolument la question animale du ministère de l'Agriculture pour lui créer un ministère propre, donc avec des moyens propres. Tout à l'heure, je sais qu'il a été évoqué la question du secrétariat d'État, et je pense que c'est Corinne qui a répondu pour dire que ça ne serait pas suffisant, et je partage tout à fait cet avis. Il faudrait un ministère à part entière. Alors effectivement, c'est pas une solution magique non plus, puisqu'on voit que, par exemple, au ministère de l'écologie, il s'est heurté lui-même à des lobbies, mais néanmoins, déjà, sortir cette question de la tutelle du ministère de l'Agriculture, ça permettrait de l'autonomiser et de lui donner plus de force. Donc ça, c'est une des premières options. L'autre option aussi, et c'est probablement un travail aussi à développer, il y a une capture de la décision publique par ces lobbies, et il faudrait développer des actions judiciaires, ça pourrait être envisagé, pour essayer, mais on a toujours la difficulté de déterminer par quoi a été guidée la décision publique. En droit, on ne peut pas adopter une décision administrative si elle n'a pas été prise dans l'intérêt général. Alors, il peut y avoir une décision dans l'intérêt général qui aussi répond à des intérêts particuliers, mais effectivement, le fait d'arriver à prouver que la décision a été prise dans des seuls buts d'intérêt privé, des représentations professionnelles, ça pourrait être un biais. Alors, c'est pas dans notre culture d'aller sur cette voie-là, mais ça pourrait être à creuser, évidemment, avec une obligation derrière de transparence sur l'édiction de la décision administrative. Très bien. Peut-être des questions dans la salle? Alors, à droite. Oui. Alors, psychologue, défenseuse des causes perdues. Oui. Voilà. Alors, je voudrais introduire dans nos débats quelque chose qui concerne des animaux totalement occultés et qu'on déteste parce que notre imaginaire culturel veut qu'on les déteste. Ce sont les rats. Alors, je voudrais parler de la dératisation qui actuellement est depuis pratiquement 2 ans à Paris, qui devient de plus en plus impitoyable. Et je voudrais faire le lien avec les écoles. Alors, le lien avec la table ronde, droit et politique. Alors. Je voudrais d'abord dire que la question de quel droit donner aux animaux eugènes, je dirais quel droit rendre aux animaux et comment leur rendre. Parce qu'en fait, c'est ça la question. On leur a pris leurs droits. Hein. C'est pas pour leur droit comme ça de haut. Voilà. Je veux dire, ça c'est important pour nous. Et donc, les rats, en ce moment, je voudrais parler quand même de quelque chose qui se passe à Paris et qui va s'étendre certainement en France. Ce sont les nouveaux pièges. Ce sont les pièges à alcool. Et je voudrais savoir si des parties où il y a des avocats. Alors là, je suis ravie qu'il y ait des avocats qui prennent en main la question animale. Voilà, faites court, s'il vous plaît, pour qu'il y a beaucoup d'autres questions derrière. Il y a beaucoup de choses. Alors, des écoles. Alors, il y a un type qui s'appelle Corbeau, qui vend des trucs pour dératiser. D'accord, on va peut-être réduire la question. En fait, vous voulez parler des pièges, la dératisation des pièges. On va peut-être pas entrer dans le détail des pièges, etc. D'autant qu'en face de vous, vous avez des juristes qui vont peut-être pas vous répondre sur la meilleure façon d'agir. Un lien avec l'école, c'est qu'il est prévu ces espèces d'énormes bacs avec de l'alcool et où les animaux vont se débattre pour se noyer, à mettre dans des écoles, dans les classes. Et donc les enfants vont être en classe, et à côté, comme les Polonais, à côté ils avaient les camps de concentration et les chambres à gaz, et ça fumait, ils continuent à vivre, les enfants vont être imposés de continuer à vivre. D'accord, on a compris. On a compris. Je ne sais pas si les personnes qui sont là ont des choses à dire par rapport à ça, parce que c'est des questions assez techniques de pièges. Bon, après, il y a les questions éthiques, comment on fait vis-à-vis, sur le plan éthique, comment fait-on pour vivre avec des animaux qui peuvent déranger. Il y a une question d'acceptabilité sociale. Donc, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Justement, une toute petite remarque, il y a un parallèle que l'ONU, par sa organisation pour la protection des enfants, a pris une décision qu'on doit protéger les enfants contre des procédures donc, qui ne voient pas la corrida. Et là, j'ai l'impression qu'on devrait protéger les enfants de ne pas témoigner la souffrance ridicule et cruelle des rats. Peut-être ça pourrait être dit. Alors là peut-être, ça irait dans une telle direction.
Voilà. Une amorce de réponse par rapport à un problème assez spécifique. Il y a peut-être d'autres réponses qui seraient des réponses d'ordre scientifique, mais là on ne peut pas répondre à tout aujourd'hui. Thierry? Oui, je suis Thierry Salentin, je suis ethnologue en Amazonie. Je voulais poser la question de la discrimination entre les espèces. J'ai entendu parler de spécisme et antispécisme, et moi je viens d'Amazonie où chez les Amérindiens, ils ne font jamais de discrimination dans le vivant. Pour eux, c'est un continuum, et donc les espèces végétales, les espèces animales, pour eux, l'ensemble mérite respect. Là, je vois qu'il est écrit cause animale. Est-ce qu'il y aura, par exemple, l'année prochaine, avec JNE, un congrès sur la cause végétale? Ou est-ce qu'on va en rester à cette discrimination, à ce spécisme, à mépriser les végétaux et à n'admirer... Ben, nous y réfléchirons, on a bien noté. Il y a On plein a de bien livres. noté la question. Voilà. Plein de livres qui viennent paraître sur la Tout à fait. Bon, ben, on ne végétale. peut pas traiter de tous les problèmes en même temps dans chaque colloque. Hein. Voilà. Mais ici, c'est un point important, puisqu'on s'est posé cette question en Suisse. Et quand j'ai vu qu'on doit protéger les animaux dans leur dignité, aussi dans l'abattoir, si c'est possible, oui ou non, il y a quelques idées. Alors, la dignité de la création fait partie, depuis 1991, de la Constitution suisse. Et la dignité de la création, non seulement embrasse les animaux, mais aussi les plantes, aussi les arbres. Donc nous avons, au niveau de Constitution, cet équilibre de prendre en égard tous les intérêts avec plus ou moins le même poids. Donc la discussion sur la dignité des plantes est lancée et enrichit la discussion mondiale aussi à Harvard Law School, etc. Donc je pense complètement qu'il faut élargir notre point de vue et de voir l'homme et la femme, donc l'humanité comme part du monde animalier, du monde des plantes et de l'environnement en un. Alors Sabine Bref, vous voulez intervenir? Oui, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire Antoine, et justement la cause animale est vraiment clé justement dans tout ce qui concerne les grandes préoccupations de biens communs, dont la protection des végétaux. Et quand on se préoccupe de la priorité numéro 1 dont on a parlé aujourd'hui déjà, à savoir celle de l'élevage industriel massif, vous n'êtes pas sans savoir, vous qui venez d'Amazonie, que la plus grande déforestation actuelle, et surtout pour les grandes monocultures de soja et les grandes terres d'élevage des animaux, monocultures de soja qui ne sont pas tant pour les véganes mangeurs de tofu, hein, bien évidemment, qui ne comptent que pour une part infinitésimale de cette consommation, mais surtout pour l'alimentation du bétail. En outre, donc on le sait, la consommation de produits carnés est extrêmement consommatrice de végétaux, et c'est elle qui justement fait perpétrer cette déforestation et ce mauvais traitement des plantes en général, enfin cette non-considération des plantes et du vivant en général. De toute façon, tout est mécanisé, réduit à l'état d'objet de surconsommation, que ce soit les animaux ou les végétaux. Mais quand on adresse cette cause-là, on ne s'intéresse pas seulement aux animaux, on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse aux plantes, à l'environnement d'une manière générale, à la santé humaine, on s'intéresse aux biens communs d'une manière globale. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important justement, comme vous le dites, de ne pas discriminer et de ne pas déconnecter des causes qui sont intrinsèquement liées. Les animaux et tous les êtres vivants. D'autres questions sur droit et politique? Au milieu, madame avec lunettes, c'est lunettes. Dans l'idée de justement s'assembler dans ces groupes, quelle serait selon vous une action qui pourrait être commune, forte et potentiellement efficace dans le cadre de la renégociation prochaine de la PAC? Alors, que peut-on faire pour la PAC alors, monsieur l'eurodéputé? Déjà, dans les actions communes, c'est le fait que toutes les associations portent des objectifs qui soient partagés communs. C'est-à-dire qu'on arrive devant les députés, les 750 députés qui votent la PAC, s'ils ont des informations contradictoires ou s'ils ont des demandes contradictoires, évidemment c'est moins facile pour ceux qui essayent de défendre
des causes, que ce soit les causes animales ou d'autres causes végétales. Donc il faudrait arriver, et je vous assure, je dis il faudrait parce qu'on n'y arrive pas. Moi je l'ai vu là sur la dernière année, je ne suis pas tout seul à l'avoir vu devant le ministère de l'écologie, j'ai vu des associations se tirer la bourre, on va se parler clairement, on est entre nous, se tirer la bourre pour essayer de savoir qui va sauver l'éléphant, qui va, etc. Et je tweete le premier, et j'envoie mon post. Il faut déjà, tant qu'on sera dans ces logiques-là, on sera, c'est un passeport pour l'échec. Enfin, la division, c'est un passeport pour l'échec. Je répète, les chasseurs, quand ils y vont ensemble. Les agriculteurs, quand ils bloquent les trucs, ils les bloquent ensemble. Après, ils peuvent s'insulter, se détester, ce machin, ils s'en foutent. Quand ils sont sur un objectif, flash, ils y vont. Quand il faut attaquer une préfecture, ils sont ensemble, ils ne commencent pas à demander quel syndicat t'es, voilà. Donc il faut qu'on soit, intelligent. Il faut qu'on soit intelligent, ça veut dire s'unir sur des objectifs qui sont des objectifs possibles. Par exemple, ça fait 3 ans de suite qu'on vote l'interdiction des subventions à la corrida. Ça fait 3 ans de suite que c'est bloqué, mais c'est pas grave, on revient et à chaque fois ça monte. C'est un objectif qui paraît con, qui paraît minable par rapport à toute la souffrance animale, mais si déjà le Parlement européen faisait valoir de manière définitive le fait qu'on n'aide plus les élevages de corrida, eh bien c'est toute la conscience animale qui progresse. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a des pétitions, et moi j'espère qu'un jour, on fera une grosse démonstration de force. J'en rêve, je rêve le fait que quand on va sur les débats anti-chasse, et c'est, enfin pour ceux qui vont à la fontaine des innocents, enfin, et le nom est bien choisi, mais quand on est 100, c'est bien quand on est 100. C'est pas possible qu'on reste à 100 dans les rues pour défendre la cause animale, c'est pas possible. Je comprends, Corinne, que toi tu as du boulot, et tout le monde, non mais, et en plus je plaisante, c'est un clin d'œil, je comprends que tout le monde ne puisse pas, on peut avoir plein de, mais globalement, il y a plus de 100 personnes qui défendent la cause animale à Paris, un jour où, voilà, il faut qu'on fasse une vraie belle démonstration pacifique, tranquille, mais forte, voilà. Organisez-la, ensuite, on vient. Le 13 octobre. Non, mais demain, Pascal, oui. j'ai vu le 13 octobre, combien ton agenda avec White Voice? Eh bien, très bien. Alors, Très bien. Antoine Bourget. Il faut qu'il l'organise. Nous, voilà. J'ai fait de bonnes expériences, mais je risque de ne pas faire des amis quand je dis ici. Il faudrait élargir le groupe et les personnages qui s'occupent de la cause animalière. Et en Suisse, quand un thème est seulement animalier, quand on regarde les votes d'initiative populaire, etc., nous arrivons jamais à plus que 21 jusqu'à 29%. Si nous cherchons la coopération, par exemple, et ça dépend du thème, avec les vétérinaires progressistes qui se disent oui, la cause animalière, de toute manière, c'est tout le temps le vétérinaire qui est demandé comme premier. Si on avait par exemple les vétérinaires aussi, ou quelques vétérinaires, là-dedans, ça élargirait la masse. Peut-être qu'on ne pourrait pas demander exactement les mêmes choses qui sont un peu visionnaires ou utopistes, mais ça élargit et aussi la crédibilité de la cause animalière. Alors, je prends une dernière question parce que le temps avance vite. Madame en noir au milieu. Alors, c'est le terme d'écocide dont j'aimerais bien parler. Parce que justement, c'est quelque chose qui est totalement global. Il y a une juriste qui est très avancée sur le sujet qui s'appelle Valérie Cabane et qui travaille dans le sens pour pouvoir le mettre dans la Constitution, et non seulement dans la Constitution, mais de faire en sorte effectivement qu'on ne puisse pas revenir en arrière, c'est-à-dire que ce soit jeté une bonne fois pour toutes. Donc est-ce que justement, ça ne serait pas l'occasion, étant donné que la cause animale s'inscrit complètement dans la notion d'écocide, de travailler avec une plus large comment dirais-je, je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme, enfin bon, de travailler plus largement sur la question. Voilà, parce que c'est vrai, c'est vraiment ce qui manque, et ça rejoint complètement ce que vous êtes en train de dire. Alors, ça, juste pour Valérie Cabane, on l'a invitée il n'y a même pas 15 jours au Parlement européen, justement, sur un grand débat autour du procès Monsanto, qui permet à la fois de toucher aux questions agricoles et de fait, pour beaucoup de raisons, à la question animale.
Donc bien sûr qu'on travaille, et bien sûr qu'on travaille ensemble. Et ça permet d'élargir le champ. De la même manière, et pour vous donner un exemple, il y a le pacte mondial pour l'environnement, qui donc justement essaye de porter au niveau de l'ONU la question environnementale, ne prévoyait rien sur la question animale. Et moi je les ai rencontrés pour intégrer à l'intérieur du pacte mondial sur l'environnement une partie justement pour... Donc voilà, ça correspond exactement à ce que vous dites, mais bien entendu la question de l'écocide est une question majeure et liée, mais de toute façon, et ça a été dit, on le répète, la défense du vivant, c'est la défense du vivant sous toutes ses formes. Simplement, il faut qu'on fasse attention à une chose. C'est pas parce qu'on défend quelque chose qu'on ne doit pas défendre ou qu'on doit défendre autre chose. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas, c'est que demain les défenseurs des animaux nous disent, comme actuellement les défenseurs des humains, qui disent non mais attendez, on va d'abord s'occuper des humains, après on s'occupera des animaux. Non, il ne faut pas qu'on tombe dans le même piège. Donc nous on défend les animaux parce qu'on défend aussi les humains et parce qu'on défend les plantes et le système végétal sous toutes ses formes. Il faut qu'on avance de front sur tous ces sujets-là et qu'on le fasse effectivement main dans la main. Voilà, c'est la clé. Mais vous avez raison, l'écocide c'est très important. Mais ça progresse aussi en droit. S'il vous plaît, est-ce que vous me permettez une petite réflexion? Toute petite. Je fais partie du parti animaliste et il me semble, alors évidemment tous les partis qui soient écologistes c'est formidable, vous travaillez sur tout ce qui est de l'humain et c'est formidable. Le parti animaliste, je pense, puisque vous parliez de quelque chose, d'une cohésion qui serait vraiment très forte pour les animaux, c'est que les voix soient, en tout cas qu'il y ait des gens qui adhèrent au parti animaliste, parce que les chasseurs aujourd'hui, s'ils ont un pouvoir aussi grand, c'est qu'ils adhèrent à la fédération des chasseurs, et qu'au niveau État français, on peut dire, le chasseur, voyez, on pèse tant. Il y a autant de gens qui sont... Mais qui nous avons pour dire, nous avons tant d'animalistes, à part faire des manifs dans la rue, descendre dans la rue, un parti fort qui porte la voix des animaux, il n'y en a pas, à part aujourd'hui le parti animaliste qui est monothématique. Alors je suis bien sûr pour l'écologie, pour les verts, bien évidemment ça fait partie, mais aujourd'hui on a vraiment une action à porter sur les animaux qui est énorme et qui... Et voilà, je pense que si les gens ne disent pas, bah oui, nous on manifeste, mais on ne se positionne pas en politique, il ne se passera rien encore une fois. Excusez-moi, je ferme la parenthèse, merci. Merci. Alors, pour terminer, pour conclure ce colloque, je dirais quand même d'abord une petite réponse. Il y a le parti animaliste, mais il y a quand même, me semble-t-il, des initiatives multiples qui se créent. Il y a un parti antispéciste avec Émeric Caron, qui est d'accord. J'ai reçu un mail émanant du Parti citoyen pour les animaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent à droite, à gauche, dans le monde, dans notre société. Et donc, je pense que la vraie question, c'est ce qui a été soulevé tout au long de ce colloque, et je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est revenu plusieurs fois au long de ce colloque, sur cette idée que pour avancer, faire avancer une question d'une cause animale, il faut s'unir. On l'a entendu dès le début avec, je crois, un activiste, Jean-Baptiste, qui nous a dit qu'il faut s'unir. Je me souviens que Jean-Baptiste parlait par rapport aux interventions dans les écoles. Tout à l'heure, Corinne Peluchon nous a dit si on s'y mettait tous pendant une journée, on ferait avancer vraiment les choses. Pascal Durand nous a appelé aussi à mettre en commun les initiatives, à ne pas garder ce que chaque association ne garde pas pour soi telle ou telle initiative. Donc c'est ce qu'on peut retirer de cette conclusion. Je sais que certains d'entre vous ont des idées par rapport à ça. Peut-être Sabine qui voulait intervenir, non, qui avait une idée, proposer des tribunes par exemple. Enfin, je sais qu'il y a des idées. Elles seront peut-être émises ce soir ou plus tard. Bon, nous, en tant qu'association de journalistes, notre rôle c'est d'informer. Donc nous avons pris l'initiative de réunir des gens d'horizons différents, parce qu'il me semblait que c'était intéressant, que c'était des mondes qui ne se parlaient pas forcément, qui ne se connaissaient pas forcément. C'est pas évident d'avoir à la même table L214, le CIWF, un éleveur, c'était bien de
pouvoir les réunir tous les trois à la même table avec les évolutions. Donc je pense qu'autour de ça, il y a des choses à approfondir. C'est un premier pas qui a été fait aujourd'hui. On va continuer à en discuter. Je crois que tout le monde est peut-être un peu fatigué. Et donc, je vous propose peut-être d'en discuter autour d'un verre un peu plus loin. Voilà. Merci pour cette belle conférence.